Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous. On est content de vous retrouver en ce dimanche 4 août pour le lundi 5 août. Là, pour le coup, on n'est pas en avance, mais on a une excuse, c'est qu'on a déjà enregistré un podcast cette semaine, juste pas celui qui sortira demain. Exactement, Ça en fait quand même 2 en une semaine, on est productif. C'est vrai. Et épisode spécial cette semaine, on va faire les bons anecdotes, mais on a décidé du coup de vous sortir une FAQ. Déjà on a eu des questions. J'avais mis un truc sur Instagram et on pense que fameuse FAQ des 1 an surtout. Ouais, c'est ça. On publie avec un peu de retard. On n'a pas eu le temps de s'en occuper avant. Mais les gens qui nous connaissent savent qu'on n'est pas des gens ponctuels, donc. Non, franchement, t'exagères sur la ponctualité. C'est juste que nous sommes des gens débordés. Rien qu'aujourd'hui, on était invités chez mes parents. On s'est pointé, je sais pas. Généralement, ils nous attendent pour midi et quart, midi 30. On s'est pointé à 13h, voilà. Non, déjà, de 1, on arrivé avant 13h, et de 2, moi, je n'avais pas d'horaire. Donc, moi, je ne m'estime pas en retard. Enfin. On espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud, parce que nous, on a super chaud. Et on peut commencer avec les boom anecdotes de la semaine. Ouais. En réalité, il se passe pas grand-chose. C'est un peu comme la semaine dernière. C'est un peu calme. Le monde tourne un petit peu au ralenti. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé cette semaine ? Si, en fait, il y a peut-être le truc classique, c'est que quand vous écouterez cet épisode, en fait, le vendredi donc de la semaine qui arrive, je vais faire 2 signatures chez notaire d'affilée. Donc c'est génial parce qu'en fait, on va signer l'acte d'acquisition d'un de nos projets dont on avait parlé sur le podcast et on signe en même temps le compromis du nouveau qui arrive. Donc c'est bien, c'est que finalement, je pense que j'aurais plus vu mon notaire que mon daron cette année, finir par payer un loyer à l'étude. Et en plus, en vrai, c'est qu'il m'arrange parce que du coup, ça m'évite de faire des déplacements, d'avoir plein de rendez-vous. Là, au moins, j'y vais 2 heures et on signera les 2 à la suite. Et la vraie bonne anecdote qui en ressort, c'est que du coup, on signe vendredi. Ouais, y a pas les offres je n'ai toujours pas eu les offres de prêt, alors qu'on signe vendredi. Donc, genre, demain matin, je vais appeler le banquier, je vais le secouer très fort et je vais lui dire qu'il se débrouille comme il veut. Mais quoi qu'il arrive, on signe vendredi. Parce qu'en fait, ça fait genre 3 ou 4 semaines qu'on attend les offres et en fait on n'a pas eu de chance, c'est-à-dire que on est encore tombé sur vous savez à quel point je déteste les salariés des services crédit des banques, qui a demandé encore une information sur le montant des garanties notaires. Enfin, je vais même pas vous expliquer ce qu'il a demandé parce qu'en fait il aurait très bien pu s'abstenir de poser cette question-là, mais bref, il y tenait absolument à sa réponse et le notaire était en vacances. Je les ai relancés plein de fois, j'ai envoyé des mails à l'accueil de l'étude, personne m'a répondu. J'ai de la chance que comme en fait on a un deuxième dossier en parallèle et que ce clerc-là de notaire était présent, je lui ai dit bon écoutez, est-ce que vous pouvez répondre au banquier parce que sinon on n'aura pas nos offres de prêt. Il a mis 1 semaine à répondre, la réponse ne convenait toujours pas au service crédit, ils se sont échangés des mails pendant 3 jours et là normalement le service crédit a toutes les réponses depuis vendredi après-midi mais on n'a toujours pas les offres. Ouais. Bon, on espère que donc ça voilà, se débloque. Donc c'est juste pour vous montrer que ça, je l'avais entendu, c'est marrant parce que j'ai écouté un podcast de Bye Bye Patron qui est déjà passé dans ce podcast ce matin en marchant et il expliquait qu'en fait dans l'investissement, vous devez relancer tout le monde en permanence et spécialement les banques. Et en fait, il a entièrement raison malheureusement. C'est que moi, j'aime pas trop harceler, mais la réalité, c'est que si vous harcelez pas, en fait, il se passe rien et votre dossier sera traité en dernier et en fait, rien n'avance. Et à un moment donné, quand vous voulez que vous progressez dans vos projets, vous êtes obligé de juste les appeler en permanence, de leur envoyer des mails, de toujours vous assurer qu'en fait ils ont bien accusé réception de votre dernier envoi, parce que sinon vous vous retrouvez parfois pendant 1 mois il se passe rien. Non, je suis d'accord avec toi en fait, c'est que d'une manière générale, si on essaie de toujours d'être agréable, mais c'est vrai que les gens n'ont rien à foutre et en fait si vous n'êtes pas derrière leur cul, il se passe rien. Et par exemple, on a le même souci avec Enedis.
Ouais. Ou On franchement, va pas en parler, on a déjà trop parlé d'Enedis. Ouais, vraiment, si on n'est pas derrière eux, il se passe rien. Veolia, c'est pareil, j'ai toujours pas le devis. Il y a personne qui est capable de m'envoyer le devis. Enfin, On va prendre des vacances, on va prendre un Airbnb en face de l'agence Enedis à Mérignac. Je peux te dire qu'on va les secouer pendant c'est le mois clair. d'août. C'est clair, limite, on va poser les compteurs nous, tu sais. Ah non, mais c'est n'importe quoi. Donc, pas de questions d'abonnés cette semaine. Ouais, on enregistre un podcast. Parce qu'on on avait parlé rapidement en intro Oui, d'épisode. et puis là, j'ai oublié, mais effectivement, on vous prépare un truc pour la rentrée, c'est banger. On a reçu pour ceux qui aiment l'entrepreneuriat, on a reçu un gros entrepreneur. Millionnaire. Très sympa. Qui est de notre année, qui est de 97 comme nous, et très sympa et très inspirant, vraiment un parcours vraiment de malade. inspirant. On a enregistré un bête d'épisode de presque 2 heures. On va pas le sortir tout de suite parce qu'on attend la rentrée, parce qu'on vous voit là, je vois que même si là cette semaine d'un coup les écoutes ont rebondi au milieu du mois de juillet, je sais pas, entre juillet et août, on voit quand même que tout le monde est en vacances, donc on attendra la rentrée pour le publier. Mais franchement, on a très hâte d'avoir vos retours parce qu'on pense que vous allez grave kiffer cet épisode. Ouais. On commence avec la première question. Yes, du coup, début de cette FAQ des 1 an du podcast Quitte le Boomer Dream. Oh là là. Quels ont été les moments forts de cette première année de podcast ? Alors, les moments forts, il y en a eu plusieurs quand même. Je pense déjà, tu as eu forcément le lancement du podcast en soi il y a un peu plus d'1 an, parce que c'est vrai que ça a été un peu un changement pour nous. Parce que forcément, on se retrouvait avec un peu une nouvelle obligation hebdomadaire de publier un épisode et de pas les louper et de s'organiser en conséquence, même si forcément il y a eu peut-être 1 ou 2 semaines où vous n'aviez pas eu d'épisode. Mais je pense qu'on s'y est quand même pas mal tenu, et puis ça nous a du coup aussi appris à encore mieux s'organiser. Bon, on peut pas dire qu'on est non plus des gens désorganisés, mais je veux dire, forcément, on apprend encore une fois à trouver le temps, à trouver les stratégies pour que on puisse avoir un podcast de la meilleure qualité possible dans le temps imparti qu'on a décidé de lui donner. Je pense que ça déjà c'est pas mal. Et après, les temps un peu forts, ça a été, je pense, beaucoup avec des invités qu'on a eu. Ouais, franchement, c'est déjà à chaque fois qu'on a des invités, déjà c'est des podcasts, c'est des épisodes qui suscitent pas mal d'intérêt, et nous on est quand même passé chez Bye Bye Patron qui est quand même reconnu dans le monde du podcast sur l'investissement. Et ça, par contre, ça a donné un petit tournant quand même au nôtre, au niveau des écoutes, au niveau de l'adhérence des auditeurs. C'est vrai que ça donne un bon boost. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte, c'est surtout, on va dire pour un podcast, il n'y a pas 50 solutions pour gagner des auditeurs. Vous avez un petit peu la recherche de mots-clés, etc. Ça sur les plateformes, mais j'avoue que c'est difficilement quantifiable. J'ai déjà regardé rapidement des données sur Internet. Nous, on est quand même dans une niche. Alors, j'ai toujours dans les titres et dans les descriptions des épisodes de mettre un peu les mots-clés qui pourraient permettre à des nouveaux auditeurs de tomber dessus. Après, on a un petit peu les réseaux sociaux, mais ça, malheureusement, on n'a pas le temps. C'est pas la priorité. Et ça n'a pas été notre priorité. On a dû faire des choix. Alors, je préférais vous sortir un épisode de qualité par semaine plutôt que vous faire un super compte Instagram avec genre un épisode par mois. Donc ça, c'est un peu des choix qu'on a fait. Donc par les réseaux sociaux, on gagnait pas énormément d'auditeurs. Je pense que le bouche à oreille a pas mal fait, parce que j'ai eu des retours de gens qui m'ont dit j'ai partagé l'épisode à des gens autour de moi, ils ont apprécié. Donc ça nous a permis à nous faire connaître un peu plus. Et après, la vraie clé, c'est de faire des feats, c'est de recevoir des invités sur le podcast qui ont des communautés, d'être nous-mêmes, d'avoir la chance d'être invités sur d'autres podcasts. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est la vraie clé pour avancer. Ouais. Deuxième question. Quel épisode a suscité le plus de réactions de la part de vos auditeurs ? C'est facile. Timothée Moirou, sans hésiter. Je crois vraiment, lui, il a cassé la baraque. Ouais. D'un autre côté, il est impressionnant quand même. Franchement, je crois que c'est un très très gros bosseur, Timothée. Et vraiment, impressionnant, et je crois que tout le monde l'a ressenti. Donc, ça se ressent. Puis c'est quelqu'un qui connaît son domaine, et en plus, ce qui est dingue, c'est qu'il vient pas ni du droit, de la finance, de l'immobilier. Lui, il est médecin à la base, donc vraiment rien à voir. Et pourtant, il s'est créé un vrai empire immobilier, parce que franchement, 117 biens à 25 ans, c'est juste... Ouais, il a 1 an de moins que nous. Ouais, il est plus jeune que nous. Enfin, c'est juste incroyable son parcours, sachant que ça, c'était au moment où on enregistrait l'épisode. Mais bon, je le suis de loin sur les réseaux sociaux, et j'ai vu qu'il avait déjà
déjà fait d'autres acquisitions depuis. Donc en fait, il a vraiment fait un travail de malade sur son parc immobilier. Et je pense qu'il y a un petit peu le côté un peu, c'est sûr que je suis plus dans la description de l'épisode, j'ai mis je crois 117 biens à 25 ans ou un truc comme ça. Donc forcément, ça attire l'œil. Derrière, je pense qu'on avait fait un bon épisode avec lui parce que c'est quelqu'un qui parle bien, qui on voit qu'il est passionné. Et c'est un épisode qui avait très bien marché, où on a eu beaucoup de réactions. Après, des fois, on a eu aussi des réactions, forcément, il a une petite présence en ligne, donc il y a des gens qui l'aiment pas, il y a des gens qui pensent qu'il ment, il y a des gens qui font des recherches sur Peppers en pensant trouver des choses, alors que bien sûr que nous, on avait fait ces recherches en amont, et qu'en fait, tout ce qu'on trouve sur Peppers, c'est qu'en fait, il dit la vérité et qu'il a genre 12 SCI, tu vois. Je me rappelle, en plus, il y avait eu on est dans un groupe d'investisseurs, je me semble, sur... Ouais, mais c'est l'investisseur de la ville où on habite. Ouais, voilà, et c'est vrai que ça avait vachement suscité de réactions, Timothée, mais bon, enfin, quand on sait bien chercher, c'est vite vérifiable. Oui. Donc, ouais. Puis même, honnêtement, on n'est pas né de la dernière pluie. Si je rencontre un gars qui ment, en fait, on le saura, quoi. Enfin, ouais, tu le coinces facilement, ouais. Quelqu'un qui fait pas d'immobilier, ça se voit, ça se sent, on voit bien. Enfin, en fait, quand on commence à creuser, quelqu'un qui, de toute manière, je pense dans quasiment tous les sujets, quelqu'un qui prétend avoir travaillé ou avoir des réussites, si c'est faux, il y a toujours un moment quand vous allez creuser, ça va finir par se voir. Ou alors le mec, c'est vraiment, si, il y a peut-être un ou deux menteurs dans le monde qui ont créé des schémas de Ponzi, qui ont arnaqué des millions de personnes. Mais bon, bref, c'est quand même des cas qui sont extrêmement rares. Et honnêtement, la plupart du temps, si quelqu'un vous ment, vous allez vous rendre compte direct. Ouais. Et lui, dans ce cas-là, il est 100% sérieux. Et en plus, les preuves sont faciles à trouver, quoi. Ouais. Comment choisissez-vous les sujets de vos épisodes? Grande question. Dès qu'on a une idée, on la note, on verra plus tard. En fait, j'ai une note dans mon téléphone et il y a plein de sujets dedans qui nous viennent et voilà. Et chaque semaine, on en choisit un. Je trouve qu'on est un peu plus inspiré quand on prend des vacances, c'est-à-dire quand on s'ennuie un petit peu, etc. On arrive à trouver plus facilement des sujets. Et après, voilà, aussi, peut-être que quand les gens nous écrivent, des fois, ça nous donne des idées, donc ouais. C'est comme ça. Je suis 100% d'accord avec toi. J'ai peut-être moi une dernière source un peu d'inspiration, mais qui vient, je pense, du fait de se tenir un petit peu à l'actualité de ce qui se fait. Ouais. Mais c'est vrai que quand en général j'écoute un autre podcast ou que je vois une vidéo sur un sujet sur l'investissement, des fois je peux avoir une idée. Par exemple, le gars, il a abordé, parce que vous savez que quand vous abordez un sujet, il y a toujours des petits sujets annexes que vous allez un petit peu effleurer pendant votre épisode. Et des fois, genre, je sais pas, je suis en train de marcher, en train de faire mon sport, etc., ou même en voiture, et genre j'écoute l'épisode, et en fait, pendant qu'il est en train de dégrossir un gros sujet, il va un tout petit peu aborder un petit sujet, et je me dis, ah mais tiens, ce petit sujet-là, personne n'en parle, ou très peu, ou à l'inverse, on a quelque chose de très intéressant à dire dessus, ou alors on a une nouvelle vision à apporter, etc. Et du coup, on rajoute un peu à la liste, et on essaie de faire comme ça pour toujours essayer de se renouveler et de pas tomber à court d'épisodes, parce que j'en parlais une fois avec un ami qui a des podcasts dans le sport, et il me disait, ouais, moi j'en sors pas trop d'épisodes, parce que je me dis, sortir un épisode par semaine, au bout d'un moment, t'as vite fait le tour, etc. Moi, je trouve que c'est inépuisable, les sujets. Ouais, franchement, je suis quasiment d'accord. Après, bon, nous, on a, je pense aussi l'avantage d'être deux, de recevoir aussi des invités, donc bon, ça multiplie, ça a un effet coefficient multiplicateur. On a déjà des métiers qui sont dedans, en fait, d'une manière, qui sont liés, du coup. En fait, ça aide aussi d'avoir des métiers où on voit des choses, etc. Surtout que toi, t'as quand même des gros patrimoines dans mon job, ouais. Dans ta clientèle, donc en vrai, on se base là-dessus, ouais. On se base là-dessus. Et on arrive toujours à trouver. Oui. Est-ce qu'on peut partager une anecdote qu'on a rencontrée en enregistrant un épisode? Alors, une anecdote, je sais pas, mais... Si, c'est une fois... On a un setup bizarre, mais c'est tout. Non, mais même pas. Moi, je raconterais que ça nous est arrivé une seule fois d'enregistrer un épisode et de le recommencer. Ouais. Parce qu'en fait, c'est tombé, ça, c'est aussi des choses qu'on apprend. C'est que quand on enregistre un épisode, c'est pour ça on préfère vous les enregistrer la veille, le week-end, quand on est en forme, parce qu'on sait qu'on va vous délivrer un épisode de qualité où en fait on a de l'énergie, on est positif, on est content d'être là. Et ça nous est arrivé une fois d'enregistrer un podcast après une journée qui avait été compliquée. On était extrêmement fatigués. Et en fait, ça s'est ressenti dans l'épisode. On avait du mal à trouver nos mots. Il y avait des blancs. Il était pas dynamique. En plus, on avait un sujet, qu'on avait travaillé, qu'on avait construit.
bruit. Et en fait, on n'a pas réussi à suivre le plan. Enfin, il y avait rien qui allait dans cet épisode. Je sais plus, je pense qu'on a enregistré Je sais plus ce que c'était. 20 minutes. On avait même pas terminé l'épisode, je crois. Et au bout de 20 minutes, on fait une pause. Et là, on dit... Non, en vrai, c'est nul. Ouais, on a recommencé le lendemain. On l'a recommencé le lendemain et finalement, ça a été un épisode qui avait bien marché. On avait été très contents du résultat. Et ouais, ça, je pense que c'est l'anecdote un petit peu de l'épisode raté. Mais bon, je pense que tous les podcasteurs ou même tous les gens qui font des vidéos, qui font du contenu, il y a bien un moment donné, ils ont fait un truc où ça n'a pas marché. Ils ont dit, bon, finalement, ça, je le publierai jamais, quoi. Ouais, sinon, au niveau du setup, ça c'est un peu bizarre, mais Julien, il a 2 blocs de polystyrène devant lui pour que vous... Pour la qualité du son. Ouais, pour la qualité du son. Et pareil, quand on avait commencé le podcast, franchement, bon, on vous l'a déjà dit, mais franchement, on n'en pouvait plus parce qu'on a commencé en été et il faisait une chaleur, mais affreuse, et on n'avait pas la clim. Et alors, du coup, en plus, on était, parce que là, on est dans la cuisine, parce qu'on a une grande cuisine, et au début, on était sur l'ordinateur de Julien qui est fixe dans son bureau, et du coup, on était collés avec un seul micro, un ventilateur, on mettait au minimum pour pas que ça fasse de bruit. C'était affreux, ça. Heureusement, on a glow up sur le setup. Ouais, maintenant, on a franchement la climatisation, c'est une douce invention qui vraiment nous permet d'être dans de bonnes conditions pour enregistrer les épisodes. Ok. Non, ça, on a dit qu'on le faisait pas. Comment voyez-vous l'avenir de l'investissement en France dans les prochaines années? Très grosse question. Tu veux commencer? Parce qu'en fait, toute la journée, j'ai un collègue qui me parle de son taux d'endettement et comment c'est possible, et si et mi. Comment est-ce que je vois l'avenir de l'investissement en France? Je pense que ça sera de plus en plus difficile, mais pas impossible. Encore une fois, il suffit de jouer les règles. Et de jouer, enfin, même si les règles sont stupides, il faut jouer dans les règles. Donc, si ça demande à se structurer dès le départ en société, bah, il faut le faire. S'il faut rester en dessous des 35%, bah, il faut rester en dessous des 35%, mettre plus d'apports, ou je ne sais pas, mais moi, je pense que ça va être de plus en plus difficile parce que quand même, les politiques veulent plus, en fait, que les gens investissent. Donc, en tout cas pour l'immobilier. Mais rien n'est impossible. Je sais pas si tu partages Ouais, je partage assez. Après, moi, pour garder le sujet et apporter une vision un peu différente, moi je vois quand même que plus le temps avance, plus les riches sont très riches, plus les pauvres sont pas spécialement plus pauvres, mais en tout cas ne deviennent pas plus riches, ça c'est sûr, et que le fossé entre les deux se creuse. Et j'ai surtout l'impression que, surtout principalement dû à la fiscalité, également un petit peu aux entreprises de rente. Alors bon, c'est compliqué, on va pas en parler dans cette FAQ, sinon on va en parler 3 heures, mais que grosso modo, la classe moyenne supérieure, voire les classes aisées, bah, il y a de moins en moins de gens qui rentrent dans cette catégorie. En revanche, il y a de plus en plus de riches qui sont très riches. Du coup, pour moi, ça va être assez compliqué, c'est-à-dire que, en gros, si jamais, t'es dans les pauvres, quoi, genre 99% de la population, je dis les pauvres de manière large, hein, aujourd'hui nous on est encore dans les pauvres, c'est pas de manière péjorative que je le dis, mais en grosso modo ceux qui ne sont pas riches, en gros s'ils veulent ne plus être pauvres, ils devront devenir très riches, et je pense que les leviers d'investissement de demain le permettront, c'est-à-dire qu'il y aura encore beaucoup plus de histoire un peu folle d'un gars qui a réussi à devenir millionnaire en lançant tel business en 3 ans. Je pense que ça va s'accentuer dans le temps, mais qu'en réalité il y en aura de moins en moins, et ce qui va disparaître aussi, c'est ceux qui auront fait le chemin moitié, c'est-à-dire que ceux qui auront une belle réussite mais qui n'appellent pas forcément à être médiatisés parce que c'est pas le truc du siècle non plus, qui en soi seraient arrivés dans la classe aisée, mais cette classe aisée va petit à petit disparaître, je pense notamment dû à la fiscalité qui va quand même s'alourdissant. Après, si on veut parler des classes d'actifs, bourse, immobilier, crypto, je pense qu'elles sont toujours intéressantes, y compris en France. Je vois pas, même dans 10-20 ans, je vois pas l'immobilier être moins intéressant. Par contre, je pense que la question qui se posera, c'est est-ce que on aura envie d'investir en France, ou est-ce qu'on aura envie que le fruit de notre travail soit ponctionné par le système français? Je pense que ça, c'est des questions qui aujourd'hui ne se posent pas. Enfin, moi en tout cas, quand j'investis, je suis pas là en train de me dire oh là, je fais une taxe foncière pour telle commune, qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est des sujets qui peuvent venir, on fait un peu entre guillemets le PMU avec des amis, mais je veux dire, c'est pas des vraies questions d'investisseurs. Mais je pense que dans 10 ans, quand ils nous auront inventé la xème règle fiscale qui fait que X partie de la richesse qu'on crée par financer tel programme public, la question se posera de
finalement j'ai les moyens de tout vendre et de partir dans un autre pays, est-ce que je le fais pas? Je pense que c'est des questions qui se poseront. J'allais dire, ça revient un peu sur ce qu'on disait dans le podcast sur l'expatriation, ouais. En fait, c'est compliqué de se projeter. C'est encore plus compliqué, je trouve, de se projeter ailleurs qu'en France, en fait, d'un point de vue de l'investissement, parce ailleurs, tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas, en fait. Donc, c'est on vous invite à écouter cet épisode si ça vous intéresse. Mais on est d'accord que je pense que ça va être de plus en plus compliqué. Mais encore une fois, tu sais, c'est toujours faut apporter la touche de positivité. Je pense que notamment quand je dis, par exemple, moi dans ma vision que la classe moyenne supérieure, voire classe aisée, va disparaître. Aujourd'hui, cette classe, elle est composée à 99% de boomers qui sont aujourd'hui en fin de vie. Donc, si on se met dans un horizon 10-20 ans, ces gens malheureusement ne seront plus là. Ils auront passé leur héritage à leurs héritiers, qui pour une bonne partie l'auront vendu pour X ou Y raison, voire même peut-être que ces personnes âgées elles-mêmes vont les vendre avant parce qu'ils se disent bon, c'est compliqué de léguer de l'immobilier à nos enfants ou nos petits-enfants, et en réalité il va y avoir un transfert de richesse qui va être, je pense, assez fort dans les années qui vont arriver entre plus ou moins la génération des 20-40 ans, depuis cette génération des plus de 70 ans en gros, et ce transfert de richesse il va arriver dans très peu de mains. Donc en fait il va y avoir des gros leviers d'enrichissement, mais très peu de personnes vont en bénéficier. Ok. Quel a été votre épisode préféré à enregistrer et pourquoi? Alors, en fait, en plus, nos auditeurs sont plus ou moins d'accord avec l'épisode qu'on va nommer, mais c'est le premier. Tout premier épisode, ouais. C'est le deuxième le plus écouté après Timothée. Ouais. Et en fait, c'est bien parce que nous, ce qu'on a bien aimé, c'est mettre des mots sur les mots qui nous tourmentent d'un point de vue générationnel. Et en fait, on a accroché vraiment pas mal de personnes avec ça, et c'est bien de s'être senti compris, je pense, sur cet épisode. Alors que quand on l'explique à nos parents, etc., ils comprennent rien, en fait. Ils comprennent pas ce qu'on veut dire, et pourtant, ceux qui ont notre âge, comprennent directement ce qu'on a voulu dire, et je trouve ça bien. Ouais, parce que c'était un peu le pari qu'on avait fait quand on avait lancé ce podcast. Il y avait le cœur du sujet qui est l'investissement, notre angle d'approche qui était le boomer dream, qui était un peu la rat race, ou plus ou moins le rêve du consommateur moyen qu'on vous promet, et essayer de l'orienter avec un œil plutôt jeune. Alors même si forcément, en tout cas je l'espère et je le vois dans les chiffres de Spotify et d'Apple Podcast, si vous mentez pas sur votre âge, on parle pas que à notre génération, on va dire des 18-35 ans. Il y a quand même pas mal de personnes qui ont plus, même des fois quelques personnes qui ont moins, mais c'était quand même ce qu'on voulait créer comme podcast, et l'angle d'attaque qu'on avait choisi. Et c'était compliqué de se dire en amont, on va lancer le premier épisode, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on va être compris en fait, ou est-ce qu'on sera complètement à côté et que le message qu'on va essayer de faire passer ne sera pas reçu. Et c'est là où finalement on avait été très très content, c'est qu'il avait été reçu pile comme on voulait le donner, même si j'imagine bien que ça ne doit pas aujourd'hui peut-être être notre meilleur épisode, parce que on manquait un peu d'expérience dedans, on avait peut-être plus de mal pour s'exprimer, le setup était pas le même, etc. Mais pour moi c'est l'épisode fondateur du podcast, donc c'est le plus important. Intéressant ça comme question. Quels sont les outils ou les ressources que vous recommandez pour suivre l'actualité financière? Julien Doucet. Alors moi j'utilise pas trop de livres parce que j'ai jamais été trop lecture. Bon, ça dépend, t'exagères, t'as des périodes pas pour l'actu en tout cas. Oui, voilà, on va dire que je lis pas trop de livres sur la fiscalité, l'investissement. Si je lis des livres, en général ça va plutôt être des livres sur d'autres sujets, mais je me tiens plutôt informé principalement via les réseaux sociaux, via les sites web. Telegram, il y a plein de canaux intéressants. Exactement. T'en as ou pas que tu peux recommander de... Ouais, je suis sur le canal Telegram de Money Radar, de Info Position, celui de Crypto Actu aussi. Enfin, c'est plusieurs canaux qui vont plus ou moins regrouper les sphères un peu financières, boursières, économiques, où va y avoir souvent des informations qui ne filtrent pas, souvent des informations anglo-saxonnes, mais qui filtrent pas trop dans, on va dire, les ressources ou la presse française, parce que la presse française, j'ai remarqué qu'elle est ultra centrée sur ce qui se passe en France, mais des fois il se passe plein d'autres choses dans le monde entier. Ça peut nous aider en tout cas à guérir un peu notre œil financier et
économique là-dessus. Donc c'est ce que je vais utiliser. Après, je vais utiliser certaines applications comme par exemple pour juste regarder le cours des cryptos, j'utilise CoinMarket qui marche très bien. Donc j'ai déjà parlé sur cet épisode. Je vais aussi, une source intéressante pour avoir de l'actu, c'est aussi les groupes, notamment les groupes d'investisseurs. Même si c'est des groupes, vous n'êtes pas obligé d'être actif tout le temps. Moi, je sais pas, une fois par semaine, je regarde un peu ce qui s'est dit la semaine passée et je vais retrouver certains investisseurs qui ont vu telle ou telle news. Par exemple, ça nous est arrivé il y a pas très longtemps. J'en profite, ça fait une petite anecdote dans l'épisode. L'année 2023 a été reconnue année de catastrophe naturelle pour sécheresse extrême dans notre région, donc notamment sur des communes où on a des biens, où on a investi. Et en fait, quand vous avez ce genre de cas qui est reconnu par l'État, vous avez un mois à compter de la publication du décret officiel pour faire connaître à votre assureur que vous avez un sinistre. Et moi, nous notamment, on a un immeuble dont la façade est abîmée, notamment à cause de la chaleur extrême, parce que ça crée des fissures et après vous êtes obligé de refaire la façade. Pour moi, ça rentre dans le cadre de ce que l'assurance peut couvrir. Je vous en reparlerai dans le podcast quand on sera plus avancé. Mais j'ai été au courant grâce à ce groupe et bien sûr, vous n'entendrez jamais parler nulle part de ce décret officiel parce qu'en fait, ça arrange bien les assureurs que finalement les propriétaires ne soient pas au courant. Sinon, ils vont tous déclarer leur sinistre et les assureurs vont tous devoir payer. Du coup, ce type de groupe sert à ça notamment. Ou alors, par exemple, quand il va y avoir une nouvelle réforme juridique ou fiscale, parfois le premier qui a des infos, il essaie de le publier sur le groupe, on en discute. Voilà, ça peut faire aussi une source d'information. Et après, il y a quelques comptes de réseaux sociaux que je vais suivre aussi. Par exemple, sur Instagram, je suis Simon d'Aragon, que peut-être certains connaissent, qui commence à avoir une petite notoriété dans la sphère immobilière. Et je sais que quand il y a des projets de réforme, notamment, il les publie souvent en amont avec un œil assez objectif et juridique, parce qu'il est quand même il est avocat, lui. Il est avocat, il est maître de conférence. Je crois même qu'il est professeur agrégé en fiscalité. Enfin, il est maître de conférence. En tout cas, je sais plus s'il est agrégé, mais en tout cas, voilà. Le mec est chaud, quoi. C'est une tête en fiscalité. Et en tout cas, quand vous voulez avoir de l'info juridique sans voir n'importe quoi écrit avec, faut mieux suivre ce type de personnage que de simplement regarder l'article du Figaro qui sera très mal écrit, quoi. Au niveau de la bourse et tout, il y a Cédric Froment sur YouTube qui est pas mal, je trouve aussi. Ouais, on en avait déjà parlé également dans ce podcast. Lui, il est pas mal. Lui, c'est une vidéo hebdo qui est un peu plus tourne analyse technique. Et moi, de toute façon, je vous conseille, quand vous faites de l'investissement financier, si vous voulez vous maintenir un petit peu au courant de ce qui se passe, il faut toujours essayer de maintenir les deux jambes, donc la jambe de la finance, enfin l'économie fondamentale, et la jambe de l'analyse chartiste pour voir un petit peu ce qui peut arriver dans les semaines et les mois qui viennent. Après, moi, au bureau, du coup, j'ai beaucoup de docs, en fait. Ils nous abonnent à des newsletters, etc. Et en vrai, même si, par exemple, je lis pas tout, tu vois, dès qu'il y a un sujet qui m'accroche, je lis. Et forcément, après, j'ai tout ce qui est les Navis, etc. Ça permet d'avoir pas mal de ressources. Et voilà, des vidéos sur les actus, etc. Donc c'est sympa. Question suivante. Comment gérez-vous votre temps entre le podcast, vos investissements et vos autres engagements ? On dort pas. Pas loin. Alors, c'est pas un secret, mais du coup, on est très organisé. Peut-être qu'on peut même paraître chiant des fois pour notre entourage, ouais. Mais parce qu'en fait nos journées sont souvent les mêmes. Bon, le matin on va travailler. Souvent dans la journée en fait on fait des choses pour nous. Et en midi on part 2 heures pour moi au sport, 3 pour toi. On retourne travailler l'après-midi et le soir on gère ce qu'il faut gérer. Et le podcast c'est une fois par semaine. Une fois par semaine. Après, pour le podcast, il peut y avoir un petit peu de travail autour parce que forcément, il y a vos messages. On essaie de pas vous répondre une fois par semaine, mais de vous répondre quand on a le temps. Donc, on va dire une à deux fois par jour. On essaie de publier des stories aussi pour faire vivre un minimum le compte Instagram. Même si ces derniers temps, il n'y a pas énormément d'actualité dessus. Mais bon, on essaie aussi de planifier les prochains épisodes, voire de les écrire un peu en amont pour laisser tout un peu posé. Ouais, parce que là, du coup, on vous enregistre le podcast le dimanche pour le lundi, mais en réalité d'habitude on a deux ou trois épisodes d'avance. Non, en général j'aime bien avoir un épisode d'avance parce que comme ça au niveau de l'actualité on n'est pas trop décalé non plus, quoi. Et voilà, en fait pas de
Pas de secret particulier, si ce n'est que on a des to-do list, on les respecte et voilà. Ouais, et puis on se fait un peu notre réunion quotidienne ensemble des différents points à voir. En fait, souvent on s'appelle ou on s'envoie des mails. Ouais, c'est ça. Ça peut pas, mais en vrai, ça notamment, je pense que c'est un vrai conseil qu'on peut donner. Je pense que pour les gens qui investissent en couple notamment, parce que des fois ça peut être compliqué de se dire, ah non, mais est-ce que vous avez encore une vie privée à vous en dehors de tout ce qui concerne plus ou moins de loin votre travail? Et ouais, on arrive à le faire, et je pense que c'est notamment en définissant un peu les temps dans lesquels on voit ça. Je pense aussi en définissant les horaires, même si bon, des fois on essaie d'arrêter à 21h. Julien, il arrête jamais, lui. Si on mais l'arrête pas, quand vous avez le cerveau qui tourne des fois même à 22h, ça peut arriver d'en parler un petit peu. Et également, comme tu dis, ça peut paraître un peu bête de s'envoyer des mails, mais ça peut éviter de soit s'appeler, soit s'envoyer un SMS qui va se perdre. Ouais. Au moins, on t'envoie des mails, on a l'habitude de gérer des boîtes mail pour notre boulot, donc au moins les mails s'accumulent, et puis le lendemain on a le temps de les traiter ouais. avec l'ordre des priorités qui doit être fait. Après, de toute façon, je pense que c'est quand on est débordé qu'on trouve des solutions pour s'organiser. Et honnêtement, plus ça avance, plus j'ai l'impression que d'année en année on est capable de faire beaucoup plus de choses en un temps plus réduit. Y a le truc aussi, c'est qu'au niveau de la gestion de la charge mentale, en fait, elle est exponentielle. C'est vrai que franchement, il y a des problèmes qu'il y a 2 ans qui pouvaient arriver. Ça, on en faisait une montagne. Maintenant, s'ils se reproduisaient maintenant, on serait là, ok. Classique, on fait comme ça et basta. On fait comme ça, ouais. Et après, nous, du coup, ça, on est un couple, donc c'est peut-être plus facile aussi, tu vois. C'est qu'on se voit, déjà, on s'appelle 2 fois par jour pour ça. On se voit le soir s'il y a besoin, et ce qu'on fait aussi maintenant, on le fait de plus en plus, c'est que chacun gère des choses de son côté. On n'a pas besoin de gérer les choses à 2, en fait. Oui, ça sert à rien de perdre du temps et de tout faire en double, quoi. C'est ça. Et après, d'une manière générale, c'est Julien qui prend les décisions. Enfin, pas que tu prends les décisions, mais tu vas me faire passer pour le tyran. Non, mais là, je suis en train de regarder mes mails. Il m'a quand même dit scanner à Noémie le LRR, je sais pas quoi. Oui, parce qu'en fait, faut aussi savoir que voilà, comme on est à la recherche de temps, je pense qu'on doit pas être les seuls, hein, tous ceux qui ont un métier un peu prenant ou des activités prenantes doivent le faire, mais en fait vous essayez de gratter du temps partout. Donc des fois, je sais pas, je vais avoir genre 30 secondes où j'ai rien à faire, et genre direct je vais essayer de penser à quelque chose, je vais l'écrire, l'envoyer. Donc des fois vous envoyez des mails avec genre 3 mots dans l'objet, parce qu'en fait vous venez d'y penser, il faut le faire. Et en fait justement c'est un truc, une méthode d'organisation que j'allais justement évoquer, c'est d'écrire au maximum ce que vous devez faire pour en fait vous libérer l'esprit, parce qu'on finit vite intoxiqué cérébralement et on n'arrive plus à réfléchir. Et en fait dès que j'ai une idée, j'essaie de l'écrire. Donc ça peut être des mails, ça peut être des rappels, ça peut être des notes en fonction des priorités. Par exemple, moi j'aime bien me mettre des rappels pour organiser en fait pour savoir qu'est-ce que je dois faire tel jour, alors que par exemple ce que j'ai dans ma boîte mail, il y a pas forcément d'urgence, ou alors c'est forcément un mail auquel je dois répondre. Mais je veux dire, si par exemple je dois appeler quelqu'un, je vais souvent me mettre un rappel sur l'iPhone, appeler telle personne à telle heure ou tel jour. Et également, dès que par exemple, pour revenir au podcast, dès que j'ai une idée, par exemple une bonne anecdote, un sujet intéressant ou une idée, peu importe, pour le prochain épisode, j'essaie de l'écrire quelque part, parce qu'en fait, des fois, vous avez des super idées et en fait, elles peuvent vite. Et c'est super dur d'après de s'en rappeler, en fait, surtout vraiment, c'est ultra dur. Donc voilà notre secret qui n'en est pas un. Surtout qu'en plus, en ce moment, on est tellement pris que j'ai des fois mon cerveau qui bug complètement. Ouais, tu sais plus en fait. Enfin, c'est dur de se rappeler en fait. Mais pour rire, on a rencontré le nouveau copain de ta sœur tout à l'heure, et je me suis trompé sur son prénom alors que je lui ai parlé pendant genre 2 heures, quoi. Mais c'est juste que j'ai tellement d'informations en tête que des fois il y a juste des trucs que j'ai vus ou que je sais, et d'un coup ça disparaît. Ouais. Et c'est pour ça que d'écrire au maximum, ça libère de la place pour arriver à rester quelqu'un de normal, quoi. C'est clair. Prochaine question. Tac. Bonne question. Quelles sont vos ambitions pour le podcast dans les années à venir ? Alors, les ambitions, c'est de continuer à le faire grossir. Je pense qu'on a envie de devenir un podcast quand même connu. Enfin, en tout cas, n'importe quel créateur de contenu a envie d'être le plus connu possible. Ou alors, c'est qui vous ment par excès de modestie. Mais ouais, j'ai envie qu'on devienne un peu, je pense, une ref, quoi. Une ref, ouais, exactement. Surtout pour, encore une fois, pour notre cible. Enfin, tous les investisseurs ou les gens qui s'intéressent à l'investissement, mais spécialement les jeunes, parce que je pense qu'on a un angle qui est intéressant et que,
parfois pour les gens qui commencent à écouter des podcasts, c'est plus facile quand on commence à écouter quelqu'un qui nous ressemble un peu, et finalement une des ressemblances souvent la plus facile, c'est une question d'âge, de milieu social, également un peu de rêve, tu vois, et de manière de s'exprimer. Donc c'est un peu nos idées, nos projets là-dessus. Après, je pense qu'on aura des nouvelles rubriques. Je sais que genre le podcast, c'est quelque chose que j'aime bien. Est-ce que peut-être un jour on arrivera à un podcast bi-hebdo avec un autre format, peut-être, ou alors peut-être avoir un deuxième podcast sur un autre sujet? C'est des choses là, pour l'instant il y a rien, j'en sais des idées comme ça, mais il y a rien de décidé pour l'instant. Moi je pense que pour le podcast, j'aimerais bien qu'on le professionnalise dans le sens où on puisse vous proposer pas que de l'audio, tu vois, que ce soit aussi filmé, etc. Mais c'est des gros budgets. T'as entièrement raison, parce que c'est ce que j'allais dire, t'as entièrement raison là-dessus. C'est vrai que le filmer un peu à l'américaine, c'est ça qui devient. Voilà, Yomi Denzel, quoi, genre je sais pas, mais un truc vraiment stylé. Et moi je pense que j'aimerais bien qu'on tende vers beaucoup plus d'invités, tu vois, aussi. Parce que, bon, on l'a dit, on a jamais de panne d'inspiration, on a toujours des idées de sujets à vous faire, mais c'est vrai que moi, les épisodes que je préfère faire, c'est les épisodes avec des invités. Là encore, cette semaine, on en a eu un. Franchement, c'était super bien. C'est de l'échange, c'est des retours d'expérience et tout. Souvent, c'est en plus, c'est des gens qui rentrent. On les choisit d'une manière générale pour que ça rentre dans le fait de quitter ce boomer dream là. Et je trouve que c'est ultra intéressant. Complètement. Surtout que je trouve que c'est des podcasts qui sont complètement différents, parce que quand tu reçois un invité, au final, c'est l'invité qui apporte quelque chose. Toi, en soi, tu es juste là pour lui donner un cadre, pour poser des questions, le mettre à l'aise, etc. Alors que quand tu fais un épisode tout seul, c'est un peu toi qui dois faire un peu l'effort intellectuel d'être intéressant. Et encore, nous ça va, on est deux. Mais c'est ça. Et du coup, ce que j'allais dire, c'est que quand on fait un podcast, on est trois, donc c'est génial. Le seul truc, c'est vrai que ça, c'est un peu, on revient à la question d'avant sur l'organisation, mais ça prend beaucoup de temps d'avoir des invités, parce que faut les contacter, faut voir ensemble un peu les questions d'organisation, faut planifier une date. Alors que l'avantage, c'est que quand on fait un podcast que tous les deux, on le fait un peu à l'heure qu'on veut, le jour qu'on veut, on peut vraiment, entre guillemets, avoir au moins la chance de décider quand est-ce qu'on le fait. Alors que quand on prend rendez-vous avec quelqu'un, c'est telle heure, et malheureusement, c'est vrai que vu nos emplois du temps en ce moment, on a des fois un peu de mal de bloquer des dates trop de semaines en avance, quoi. Ouais. Quels sont les mythes courants sur l'investissement que vous aimeriez démystifier? Moi, je dirais à celui qui veut peut, tu vois. Celui qui veut vraiment le faire, il peut. Rien n'est impossible. Ouais, voilà, un peu comme ça. Et toi? Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pour l'expliquer un petit peu, c'est tout simplement de se dire que il y a bien des gens qui réussissent dans l'investissement, qui changent de vie, qui quittent leur job. Alors oui, il y en a pas non plus 50 milliards tous les jours, mais ça existe, c'est faisable avec beaucoup de travail et d'abnégation. Moi, en revanche, le mythe que je voudrais casser, parce que celui-là, pour le coup, c'est le mythe qui donne un peu une mauvaise image à tous pas vraiment à tous les podcasteurs, tous les formateurs, tous les gens qui travaillent plus ou moins ou qui ont une activité qui se rapproche à faire du contenu sur l'investissement. C'est de dire que on peut devenir millionnaire en un an, alors que sincèrement c'est impossible, à moins d'avoir vraiment une chance de zinzin, ou de partir avec pas les mêmes cartes que, on va dire, monsieur madame tout le monde, c'est ça, le monsieur madame tout le monde moyen. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment l'idée que je veux le plus chasser, même si elle est pas trop répandue, même si elle existe encore malheureusement. Des fois ça m'arrive de tomber sur des reels où je vois des gars qui disent part de zéro et fait 10 000 euros de loyer par mois en un an, même avec des gros Airbnb, je sais pas, en étant un peu raisonnable, ça veut dire qu'il te faudrait au moins 5 Airbnb qui tournent à 2000 balles par mois, franchement en un an. Faut se lever, ouais. Ça fait beaucoup de travail. Encore une fois, c'est pas impossible. Ça rejoint un peu ton mythe. C'est pas impossible sur le papier, mais vous devez aligner des planètes de zinzin et pas avoir de gros problèmes qui se posent dans la réalisation de ces projets pour que ce soit fait en un an. Maintenant que vous me disiez 5 Airbnb, 10 000 euros par mois en 2, 3, voire 4 ans, ok, aucun souci, c'est faisable. Maintenant en un an, non. C'est le genre de truc que j'aime pas, parce que forcément il y en a beaucoup qui soit vont le miroiter, vont essayer de s'y lancer, vont un peu se casser les dents et vont abandonner ou repartir dans le boomer dream, ou alors à l'inverse,
Il y a tous ceux qui vont dire ouais mais en fait non, c'est des voleurs qui disent ce genre de choses parce qu'au moins c'est choc et que ça permet de vendre ou de faire plus de clics, etc. Ce qui est vrai aussi, je pense, quand en tout cas le créateur de contenu donne ce genre de de proposition qui est réaliste, quoi. C'est clair. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais, bah. En fait, c'est ça un peu qui est compliqué, je trouve, dans cette sphère d'investissement, c'est qu'il y a tu sais, il y a à boire et à manger, en fait. Il y a plein de gens qui proposent beaucoup de choses. Moi, je trouve qu'aussi le niveau est pas fou. Alors, c'est pas prétentieux, hein, ce que je dis. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on creuse un petit peu et, enfin, je pense qu'on peut quand même dire qu'on s'y connaît. En fait, je trouve que la plupart, c'est beaucoup du marketing et souvent, ils ont autre chose à vendre que, enfin, tu vois, ça débouche surtout sur un truc où ils peuvent vendre et, je trouve que ça fait un peu de peine que beaucoup de gens se fassent avoir, tu vois. c'est ça. Mais tu vois, ça, je suis d'accord avec toi et je pense que ça rebondit. C'est bien, on se fait à chaque fois un jeu de ping-pong entre nos questions, tu vois. Je suis d'accord avec toi sur le fait que ça remonte aussi à qui on a envie de recevoir sur notre podcast. Et en fait, voilà, c'est un peu notre ligne, parce que je pense qu'on est comme ça dans la vie de tous les jours, mais on veut que le niveau soit élevé. Donc quand on reçoit un invité, on veut que ce soit quelqu'un qui soit vraiment expert, ou en tout cas qui ait une expérience suffisamment importante pour que ce soit assez intéressant. Et on veut pas juste recevoir des gens qui auront un début d'expérience qui soit un petit peu bancal, comme malheureusement ça arrive sur certains contenus. Et du coup, trouver des invités qui remplissent ces cases, comme tu dis, il y en a pas non plus 500 000, il y en a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de gens qu'on veut recevoir sur le podcast, mais je veux dire, il y en a pas non plus suffisamment pour qu'on en ait un par jour qui nous DM et qu'on s'entende avec lui, tu vois. Alors que ça, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup sur Instagram et encore plus sur TikTok. C'est parfois des investisseurs qui vont genre faire 1-2 investissements et parce qu'ils ont fait genre 3 formations en ligne, boum, ça y est, ils se lancent sur un compte d'influence dans l'investissement immobilier, etc. Ils vont faire du contenu, ils sont parfois bons marketeurs, faut reconnaître, sur l'aspect réseaux sociaux, donc ils ont des communautés. Mais moi, en tout cas, avec mon œil, quand je regarde leur contenu, je vois vite, comme tu dis, que ça sonne un peu creux parce que c'est pas en ayant 2 Airbnb pendant 1 an que tu deviens un magnat d'immobilier, ou en tout cas que tu as l'expérience que tu aurais en ayant fait de l'immobilier pendant 5 ans ou avec beaucoup plus de lots. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui se rattrape un petit peu à ça et qui, encore une fois, peut des fois donner une mauvaise image. Ouais. Avez-vous des mentors ou des modèles dans le domaine de l'investissement ? Moi, plutôt dans l'entrepreneuriat, du coup. Ouais, ça serait qui pour toi dans l'entrepreneuriat ? Bah, forcément, Yumi Denzel, tu vois. La ref. La ref. Non, comment dire, l'entrepreneur qu'on a avec lequel qu'on a reçu cette semaine, je perds mes mots. Cette semaine aussi, il est ultra inspirant. En fait, je trouve qu'il y en a plein, en fait, des entrepreneurs vraiment qui font des trucs de zinzolin. Dans l'investissement, je sais pas, parce que du coup, c'est pas non plus prétentieux, mais souvent on dépasse quand même pas mal de monde. Là, aussi, à la dernière rencontre investisseur, on avait rencontré un mec qui avait vraiment beaucoup d'IMO et qui levait vraiment beaucoup de cash. Tu te rappelles ou pas ? Non. Mais il était plus âgé que nous. Il faisait quand même, il a acheté pas mal de trucs autour de Montpellier, vraiment des gros trucs. Ah si, pardon, oui, ça me revient. Ouais, dernière rencontre immobilière. Franchement, ça c'est, à terme, vraiment, je trouve ça cool. Mais moi, ça serait plutôt pas trop dans l'investissement, plutôt dans l'entrepreneuriat, parce que du coup, l'investissement, c'est pas que je considère qu'on maîtrise totalement, mais on a quand même une certaine expérience, alors que dans l'entrepreneuriat, pas du tout. Et quand vous vendez 2 boîtes et que vous levez du cash grâce à ça, je trouve ça fou. Au niveau de la création de valeur et tout. Toi, t'as des idées ou pas ? Ouais, moi c'est un peu différent, c'est-à-dire j'ai jamais trop eu déjà je pense que quand le fanbase de quelqu'un, Ouais, mais déjà je trouve que le terme mentor il est fort, c'est-à-dire que je trouve que d'avoir un mentor en réalité c'est une chance que on n'a pas eu, dans le sens, pour moi le mentor c'est vraiment la personne que tu connais, où t'as son numéro, que tu appelles genre 3 fois par semaine entre guillemets parce que il répond à tes questions, il te donne un peu une ligne, une conduite, etc. Donc ça, le mentor on en a pas. Et les modèles, j'en ai eu quelques-uns. Après, moi, j'ai jamais, comme tu dis, été un peu dans la fine base ou quoi, où j'ai toujours vite compris qu'en fait, quand t'avais quelqu'un qui avait du succès, tu pouvais pas recopier son succès, tu ne pouvais que
t'en inspirer, surtout d'un point de vue de l'énergie, tu vois, qui dégage en mode, bah, ok, le mec, il s'est bougé, bon, même si des fois il romance un peu son parcours, voilà, tel parcours a permis d'avoir telle situation en tant de temps, c'est plutôt ça qui m'inspire. Donc là, t'as plusieurs créateurs de contenu qui sont aujourd'hui très connus, qui m'ont inspiré quand j'ai commencé à investir. En plus, il y a des Yann Darwin, en plus, il y a des Cédric Anissette, par exemple, tu vois, qui en plus avaient un petit peu le côté de, il s'exprimait bien, il montait un lifestyle qui était sympa. Et je pense pas que ça soit négatif dans le sens où, encore une fois, j'étais pas là en mode, je vais devenir Yann Darwin et créer Green Bull 2, tu vois, c'est plutôt juste, en fait, je trouve ça inspirant de se dire que voilà, le mec était pompier, était pas forcément parti pour devenir un gros investisseur, puis il a commencé à investir, il n'était pas parti pour fonder une grosse boîte derrière, il l'a quand même fait, et c'est plutôt de s'inspirer en réalité de son énergie, en mode il a continué à avancer, il a aussi eu des galères. Moi j'adore surtout, c'est quand ces gens parlent des galères qu'ils ont eues, je pense que c'est même plus intéressant que quand ils parlent de leur réussite, parce que quand t'as eu des galères, ça fait vraiment du bien d'entendre que t'es pas seul, et en fait ça te rebooste. Donc finalement je suis plus à la recherche de gens qui ont eu des galères très importantes. Je trouve que c'est vraiment ça qui un peu te ressource et te met du plomb dans l'aile en te disant bon écoute, je me suis pris ça sur le coin du museau le mois dernier ou le semestre d'avant, mais finalement lui il a eu pire que toi, et 2 ans après ça allait beaucoup mieux, tu vois. Ouais. Après, d'une manière générale, je trouve que ce qui est inspirant aussi, c'est, même si par exemple on n'aspire pas à la même vie, je trouve ça inspirant les gens qui arrivent à à atteindre leurs objectifs, tu vois. Oui. À avoir une vie équilibrée, à faire ce qu'ils aiment réellement. Franchement, je trouve ça fou, parce que bon, on peut être l'entrepreneur ou l'investisseur qu'on veut. Si on finit en burn-out, il n'y a rien d'inspirant à tout ça. Donc complètement, t'as raison de parler d'objectifs, parce que c'est intéressant, parce que des fois on peut avoir l'impression qu'au final tous les gens qui investissent ont tous le même objectif, c'est d'avoir genre la Lambo et de vivre je sais pas où sur une île, tu vois. Alors qu'en fait non, chacun peut des aspirations différentes, tu vois. Même si tu peux aimer des choses, tu vois. Puis je pense que tu grandis, tu mûris aussi. Tu me remets genre 10 ans en arrière, franchement. GMK qui vit à Monaco avec plein de voitures, ça faisait complètement rêver, tu vois, alors que bon, aujourd'hui, franchement, faire des vidéos de voitures toute la journée, c'est bien ce qu'il fait. Moi, des fois, je regarde une de ses vidéos, mais je suis content de ma vie et j'aurais pas envie d'avoir 10 supercars dans mon garage, parce qu'en fait, c'est juste pas mon objectif, tu vois. Ouais. Et que j'ai d'autres objectifs qui sont tout aussi sympas, tu vois, et ou en tout cas que pour moi, je trouve sympa. Donc, c'est bien de s'inspirer de ce qu'ont fait les autres, mais c'est un peu ce que je disais juste avant, c'est faut pas se dire que vous allez refaire la même chose, parce qu'en fait, ça a pas trop de sens, ou alors se dire c'est plus ta vie, tu vois. Ouais. Je pense que chacun doit l'adapter à soi-même et avoir ses propres objectifs. On vous invite à écouter l'épisode Se fixer des objectifs. Ouais, exactement. Avant-dernière question, quelle a été la décision la plus importante qu'on ait prise dans l'investissement ? Pas facile. Ça a été de se fixer une deadline. Ça dépend dans quel sens tu le vois, mais... Pour moi, la décision difficile, je le vois aussi dans la décision importante, dans le sens que, en fait, c'était pas facile de se fixer une deadline dans 2 ans. Parce qu'il faut quand même voir que quand on s'est fixé le truc de quitter notre job au 31/12/2024, on était janvier 2022, tu vois. En fait, ouais, c'est un peu dans ce sens-là, parce que du coup, je me suis dit, putain, il y a encore 2 ans, tu vois. C'est ça. Et en fait, tu savais que tu partais sur 2 ans de galère, parce super long. On a posé sur table les chiffres qu'il fallait si on voulait pouvoir partir dans de bonnes conditions et pas regretter d'être parti trop vite. Et en fait, ça a été une décision difficile, parce que t'aurais pu te dire on se met pas de deadline. Entre guillemets, on se cravache pas. Moi, j'étais plutôt de la team, on part dans 1 an, ça sera très bien. Et mais tu vois, c'est ça. Du coup, la décision de le repousser, par exemple, dans ton cas, a été dure. Et par exemple, moi, dans mon cas, ça a été surtout le truc de se dire, ok, va vraiment falloir se retrousser les manches, et il va falloir faire des trucs un peu dingues pour que les chiffres soient atteints en 2 ans. Parce que quand on est parti début 2022, je sais plus, moi, on avait 15 lots, quelque chose comme ça. Donc en fait on a fait x3 en 2 ans, alors que les 15 lots on avait mis genre 4 ans pour les acquérir, quoi. Donc en fait on a dû faire 2 fois mieux en 2 fois moins de temps. C'est ça. Après on essaye de vendre du rêve à personne. Honnêtement, les 2 dernières années sont pas simples quand même. Oui, non mais c'est sûr. Mais oui, c'est vrai que c'est cette décision. Puis tu sais, ce qui est dur aussi, c'est du coup de choisir un truc c'est pas aligné avec toi,
mais se forcer à faire quelque chose qui est un peu contre nature, tu vois, nous garder nos CDI, et depuis le début, on sait que c'est pas pour nous le salariat, etc. Mais en fait, on se force à suivre ces lignes-là parce que c'est ce qu'il faut pour jouer le jeu, en fait. Et ça, je trouve vraiment que c'est compliqué de faire plein. Enfin, tu vois, par exemple, cette année, on n'est pas parti en vacances parce qu'on a trop de travail, en fait. Parce que ma petite sœur, ça me fait rire, mais j'ai l'impression que mes petites sœurs qui ont 7 ans de moins que nous, elles vivent la best life, alors que, putain, nous, on est là. Elles ont pas de diplôme, elles ont pas de taf. Elle est tellement bronzée que vraiment, je suis en train de me demander si elle est de la même famille que moi, tu vois. Et je me dis, bon, c'est vrai que, voilà, c'est pas de rester bloqué sur des choses de sa vie, parce qu'au final on avance et que l'année prochaine je sais qu'on se remerciera, mais vraiment de faire des choix pas quasiment à contre-cœur, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais je suis entièrement d'accord. En fait, d'aller à l'inverse de ce que ta conscience te dicte un peu, parce qu'en fait ta conscience elle est tirée par ce que je disais un petit peu, c'est la vie du consommateur moyen, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait pour ton plaisir immédiat que tu as envie d'avoir tout de suite, en fait t'es prêt à t'endetter sur X années et te fermer toutes tes portes d'une autre vie, quoi. Alors qu'en réalité on a fait le chemin de la difficulté d'abord, le plaisir ensuite, qui est contre-intuitif et qui fait mal. Ouais, parce que le boomer dream, même si nous on y est rodé, en vrai, il est toujours quelque part, tu vois. Des fois, je me dis, voilà, on est dans un appartement, on rêve tous les deux d'une maison, et pourtant on a été raisonnable et on a gardé l'appartement au lieu de s'endetter comme des porcs pour une maison surévaluée, tu vois, à Montpellier. Et des fois, je me dis, putain, là, on a des amis qui ont acheté une maison, ils ont de la chance, tu vois. Bon, alors du coup, ils vont devoir continuer à travailler pour la payer, tu vois, mais et nous, en fait, on fait pas ce choix-là. On fait le choix de vivre avec des voisins. De la liberté. Ouais. Et, qui est un peu repoussé, mais qui sera là. Et dans notre société, je pense que c'est la liberté qui est la plus dure à avoir et à garder. Dernière question. Quels sont les sujets que vous n'avez pas encore abordés, mais que vous aimeriez couvrir à l'avenir? Est-ce qu'on a des idées? Moi, j'aimerais qu'on parle plus de crypto sur le podcast. Mais... Ouais, le problème, c'est que moi, il me perd en fait avec les cryptos. Ouais, voilà. De un, Marie est pas très à l'aise avec le sujet, et de deux, ça faut le reconnaître, je m'y connais quand même vachement mieux en immobilier qu'en crypto. Parce que on va dire mon expérience d'investisseur est aussi longue en crypto qu'en immobilier, parce que j'ai commencé les deux en même temps. Mais c'est vrai que d'un point de vue de la technique, par les études, notre travail, je suis beaucoup plus à l'aise d'expliquer des choses très compliquées en immobilier que je le suis en crypto. Donc des fois, tu as un petit peu ce frein de se dire j'ai peur de parler d'un sujet trop technique en crypto et de pas être suffisamment clair, ou à l'inverse de pas être assez intéressant, parce que en fait pour être intéressant sur un sujet, il faut vraiment bien le maîtriser. Il faut que tu sois à l'aise, il faut qu'en fait, peu importe comment tu retombes sur tes pattes, tu arrives à te raccrocher à ton idée initiale pour, on va dire, maintenir tes phrases cohérentes, alors que quand tu vas sur un sujet à tâtons, c'est un peu plus compliqué de pouvoir se lancer dessus. Ouais. Et toi ? Moi, je pense que, en fait, j'aime bien les épisodes mindset, donc je vous avoue, j'ai aucune inspi pour les prochains, mais je trouve sympa de parler souvent de cette perspective de vie, de point de vue, et ça, avec les invités, je trouve ça vachement cool parce qu'on échange vachement là-dessus, plutôt que des épisodes très techniques, sachant qu'en vrai, au niveau de la technique, on en a fait vraiment beaucoup. Je pense qu'on perd du monde à chaque fois sur la technique, même si on essaie de le vulgariser un maximum. Et ouais, moi ça me parle plus les épisodes où on échange sur... Mais après, tu vois, par exemple, il y a une dernière catégorie que j'aimerais bien aussi faire un peu plus, ces épisodes un peu genre de macroéconomie, parce que c'est un peu l'idée à la base aussi du podcast, c'est d'amener un peu cette éducation financière, tu vois, parler de taux d'intérêt, de banque centrale, etc. Ça, c'est des sujets où je suis à l'aise, mais des fois j'ai peur que les auditeurs, je ne trouvent pas ça intéressant, parce que finalement, savoir comment la banque centrale américaine prend ses décisions, c'est peut-être pas le truc le plus intéressant que tu entendras cette semaine. Quoi. Pour la culture, un petit peu, c'est quand même intéressant, mais c'est vrai que ça nous fait aller sur des sujets un peu rugueux, ça donne... souvent c'est en lien avec les politiques qui sont appliquées. Est-ce qu'on a envie de donner des opinions politiques? Franchement, c'est pas le but du podcast, tu vois, c'est un peu pentu quand même. Oui. Et on a peur on a peur, non, on n'a pas peur, mais on risque de perdre des gens en route, quoi.
Oui, ou plutôt de sortir un peu de la ligne qu'on s'est donnée et de l'idée générale du podcast. Parce que c'est dur de donner je trouve en tout cas, à chaque fois qu'on écoute, mais sur n'importe quel sujet, l'histoire, l'actu, etc., c'est dur de donner des points de vue complètement neutres. Non, mais après, encore une fois, moi, le fait de pas être neutre et par exemple être sur un sujet d'économie, d'être orienté, parce que voilà, c'est la manière dont on conçoit les choses et que c'est mon opinion dessus, ça me gêne pas. C'est juste que de le garder suffisamment intéressant pour qu'on perde pas nos auditeurs et que l'épisode soit pas entre guillemets un mauvais épisode. C'est plus ça. Après, du coup, je pense que c'est aussi à nous de faire cet effort de création, d'arriver à raccrocher parfois des sujets plus techniques à ce qu'on fait qui marche bien pour amener de la nouveauté tout en gardant un petit peu cette idée originelle du podcast. Mais écoute, au revoir, nouveau défi pour la deuxième année du podcast. On peut essayer. Bon, c'était les seules questions que j'avais sous la main. Ouais, parfait. Encore un grand merci à vous pour vos questions. Encore un grand merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. N'hésitez pas à le partager autour de vous. On vous souhaite une très bonne fin de journée. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.